Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire un petit point de situation sur l'Ukraine. On va reprendre les différents fronts, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça va évoluer. Je suis invité ce soir chez LCI, on va faire 20 minutes en plateau avec Damien Givlet. Mais d'abord, avant de commencer, je voudrais vous rappeler que ces vidéos sont également l'occasion de collecter des fonds au profit des actions humanitaires en Ukraine. Donc cette vidéo est sponsorisée, la totalité des fonds sont reversés à des actions caritatives et notre sponsor aujourd'hui c'est NordVPN. NordVPN permet d'apparaître comme si vous étiez connecté depuis un autre pays, ce qui vous permet d'avoir accès à du contenu qui est normalement interdit de là où vous vous trouvez. Par exemple, ici, je peux regarder des télévisions américaines, alors que normalement, ce n'est disponible que si on est vraiment sur place. Mais NordVPN, c'est également l'outil ultime pour votre discrétion numérique et votre sécurité. Ça crypte votre flux de données pour qu'il ne puisse pas être intercepté, ce qui est indispensable quand vous êtes en déplacement, que vous utilisez un Wi-Fi public, par exemple en vacances, dans un hôtel ou dans un aéroport. Et NordVPN sécurise aussi tous vos appareils, que ce soit un ordinateur, un téléphone portable. Et en ce moment, il y a en plus deux autres services. Le premier, c'est NordPass. NordPass, c'est le coffre-fort numérique pour tous vos mots de passe. Et le dernier, c'est NordLocker. C'est un cloud crypté sécurisé, c'est-à-dire que c'est un espace de stockage en ligne dans lequel vous pourrez mettre jusqu'à 1 téraoctet de données qui sont accessibles de partout sur tous vos appareils. En ce moment, il y a un pack pour profiter de l'ensemble de ces services à un tarif exceptionnel. Donc, cliquez sur le lien en description de cette vidéo, nordvpn.com/titelman. Bénéficiez d'un mois d'essai complètement gratuit et d'une énorme réduction sur l'abonnement de 2 ans. Comme ça, vous pourrez naviguer en toute sécurité. Allez, on retourne à l'Ukraine. On va accueillir maintenant, si vous le voulez bien, le grand invité de ce LCI soir, en la personne de Xavier Titelman. Il est ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique au magazine Air et Cosmos. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous retrouver. On va parler évidemment de l'Ukraine avec tous les événements qui se sont passés ces dernières 24 heures. Et puis tenez, par exemple, sur la situation ce soir sur place. On a eu droit à quoi? On a eu droit à un beau communiqué du gouverneur de Kherson. Alors, c'est Kherson, c'est au sud. Regardez ce qu'il dit le gouverneur de Kherson. Il dit « On a repris 46 localités occupées. Elles ont été libérées dans la région de Kherson. » Et puis, dans le même temps, on se souvient de quoi? On se souvient avant-hier de l'appel du président Zelensky, alors à l'est, là, de dire « Il faut évacuer Donetsk, rappelez-vous. » Il y a encore des centaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers d'enfants qui refusent de partir. Mais il faut vraiment le faire, il faut prendre cette décision, croyez-moi. Et plus le nombre de personnes qui quittent la région de Donetsk à temps est élevé, moins l'armée russe aura de gens à tuer. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? L'armée ukrainienne lâche à l'est et tient au sud? C'est deux fronts qui sont totalement différents. L'armée ukrainienne réussit depuis le mois d'avril à reprendre, à grignoter du terrain petit à petit dans la région de Kherson. Ils ont fait la même chose vers Kharkiv. Après 46 localités, c'est pas en un seul jour, c'est une accumulation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Russes qui étaient à proximité de Mykolaiv, qui est l'autre grande ville dans le sud, sont maintenant en train de risquer de perdre une partie du sud. Les Ukrainiens continuent à avancer parce que c'est la zone dans laquelle ils ont choisi de faire leur contre-offensive. Ils accumulent des troupes et ils avaient annoncé que cette Regardez Kherson, hein, au sud, Tout à fait au Nikolaïev sud. un peu au-dessus et Odessa à l'ouest. L'objectif des Russes tout au début, c'était de prendre Odessa pour avoir toute la mer Noire pour continuer Bon, jusqu'à la ça a Transnistrie. loupé. Complètement oubliés, ils sont totalement incapables d'atteindre ces objectifs-là. Par contre, la Russie continue à avoir des moyens qui sont conséquents et reprendre du territoire, quand on veut avancer, il faut être très largement dominant. On ne peut pas se contenter d'être, c'est pas comme quand on vote, on est même nombre plus 1, là il faut être x2, x3 dans certaines dimensions. Les Russes n'arrivent pas à tenir le front sur tous les axes en Ils même ne temps. peuvent pas tout faire en même temps. C'est ce qu'ils ont essayé de faire au début. On a vu les grands échecs dans le nord, les échecs autour de Kiev, le retrait russe dans le nord, pour se concentrer sur ce qu'ils avaient déjà réussi à prendre. Les Russes ont beaucoup avancé dans le début de la guerre, ils stagnent sur la suite, ils reculent dans le sud, ils reculent vers Kharkiv, ils continuent à avancer doucement dans le Donbass. Ça, c'est si on fait une grande image. Donc, que veulent les Ukrainiens à Kherson? Ils le disent. On va commencer notre contre-offensive à partir de la mi-juillet. C'est pas une contre-offensive telle qu'on l'attend avec des centaines de chars qui déboulent dans les plaines. On est plus sur une préparation. Vous vous souvenez de ces fameux HIMARS, ces missiles à longue portée qui sont très très puissants, Américains, très efficaces, ouais. fournis entre autres par les Américains. Ça tire à quoi? 70 km? 70 km, il y a des versions qui vont arriver a priori qui peuvent tirer jusqu'à 300 km. Mais on tire à 1 mètre près, donc des systèmes qui sont très très performants. C'est ce que dit le gouverneur, hein, grâce aux canons occidentaux. Effectivement,
Quand ils sont des matériels soviétiques à peine modernisés contre le matériel russe qui a été modernisé, là, les Ukrainiens, même un nombre équivalent, étaient en infériorité. Quand on leur fournit du matériel, et maintenant on en est quand même à plus de 300 canons d'artillerie, plus des dizaines de HIMARS, plus des avions, plus des hélicoptères. Nos canons on les César. arme. Nos canons César, on en a fourni 18. Ouais. Ils le disent, ce sont les meilleurs canons qu'ils ont. Et là, ça marche alors. Ça marche parce que un seul tir, c'est un coup au but. En face, il faut qu'ils tirent parce qu'ils ont pas les Russes n'ont pas de missiles ou de système de précision aussi important et en nombre. Et donc forcément, la logistique est aussi plus simple du côté ukrainien puisque 15 tirs égale 5-6 pièces d'artillerie ou qu'on aurait cassé en coup au face. but à coup sûr. À partir du moment où on a une position qui est précise, c'est coup au but quasiment à coup sûr. On estime que c'est 30% de coup au but, ce qui est très très élevé. ouais. En face, parfois, ils Et vont la tirer une position, centaine de là, balles. par quoi? Par satellite, par Par drone, ouais. Si on est avec un satellite, c'est par exemple qu'on doit taper un bunker. Donc à ce moment-là, on a la position, on sait où il se trouve, on va aller, on peut avoir l'information 24 heures, 48 heures à l'avance, ou quand on tire sur un pont par exemple. Quand on va vouloir taper sur des tanks, à ce moment-là, on a un drone qui va aller, et on parle d'un drone civil à 1000 € que vous pouvez acheter. Ouais. Ces drones vont donner une position GPS. On rentre la position GPS dans le César. Le César, il se pose dans un champ, il tire ses 6 obus. Avant même que les obus soient tombés, le César va déjà repartir, le canon français. Donc le grand intérêt, c'est que les Russes en face, ils voient ces obus arriver trop tard. Normalement, ils vont triangulariser, ils ont des radars, ils permettent de voir d'où ça part. Et comme le César reste en place seulement 2 minutes, ils peuvent jamais le détruire. C'est ça sa grande force. Ouais. Donc ces équipements, même si les Donc Russes... vous êtes en train de nous dire que là, il y a un tel gap technologique entre les armes occidentales et les Russes que les Russes sont obligés de reculer? Non, parce qu'ils ont encore au moins 2 fois plus de canons. Ça va commencer à s'équilibrer parce que le gap technologique est très clairement en faveur des Ukrainiens fournis par les Occidentaux, mais petit à petit ça s'égalise. Il faut se souvenir de l'évolution. Dans les premières semaines du conflit, les Russes ont avancé d'une manière incroyable. Ils ont pris tout le sud, ils ont pris le nord, ils avaient beaucoup avancé. Ils ont reculé par la suite, mais maintenant, pour progresser d'un village, il faut quasiment une semaine. Avant, ils avançaient d'1 ou 2 kilomètres par jour. Maintenant, ils avancent de moins d'1 kilomètre par semaine dans le Donbass. Et dans les zones... Il faut les former, les artilleurs ukrainiens aussi. Hein. C'est bien ça le problème. Ouais. C'est qu'on fournit aujourd'hui le matériel qu'on a promis au mois de mars. On a promis au mois de mars, on a commencé à former les personnels au mois d'avril et ils sont opérationnels que maintenant. Donc Mais ça donne des résultats. Exactement. Bon. Parce qu'on tape dans la colonne vertébrale. Il y a le muscle, c'est les mecs en première ligne avec leurs chars, etc. Et derrière, il y a tout ce qui est obus, tout ce qui est dépôt de munitions. Et là, ils tapent principalement dans la colonne vertébrale. Du coup, quand Sergueï Lavrov, l'inamovible ministre russe des Affaires étrangères, dit ça, la géographie est différente maintenant, ce ne sont plus simplement les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, c'est-à-dire l'Est, ce sont aussi les régions de Kherson, de Zaporijjia, ce processus continue de façon constante et opiniâtre, c'est-à-dire qu'il dit on va vers le sud. Il prend un peu ses désirs pour des réalités, là? Ils sont au sud. Ouais. De facto, ils ont pris le Sud, ils le dominent, ils l'occupent, ils essayent d'organiser des référendums d'autodétermination pour faire semblant que les gens seraient favorables à rejoindre la Grande Russie. Maintenant, on sait que sur le terrain, il y a beaucoup de résistance, et à partir du moment où ils ne dominent pas, où ils ne maîtrisent pas la totalité de ces oblasts, ils ne vont pas pouvoir dire finalement ça rejoint la Russie ou c'est devenu indépendant. Donc les Russes sont empêtrés en ce moment? Ils ont du mal à avancer? Ils reculent sur certains fronts et ils avancent très doucement dans le Donbass. Mais ils n'ont pas arrêté d'avancer dans le Donbass. Par contre, leurs offensives sont de plus en plus coûteuses en vie, tout en ayant des résultats qui sont de plus en plus faibles. Avec accessoirement quelque chose qui est un petit peu compliqué à anticiper, c'est qu'on ne sait pas à quel point il reste des réserves. Aujourd'hui, on voit qu'ils retirent leurs forces qui étaient face à l'OTAN, soi-disant la grande crainte de l'OTAN. Ils prennent leurs armements modernes face à l'OTAN pour les mettre en Ukraine. Et qu'est-ce qu'ils mettent à la place? Ils mettent des chars qui datent des années 60. Donc on ne sait pas à quel point les Russes sont capables de se mettre à nu sur tout leur front, tous les déploiements qu'ils ont en Azerbaïdjan, en Syrie. Est-ce qu'ils vont retirer toutes leurs armes pour continuer à aller en Ukraine, qui est un gouffre financier, humain, matériel colossal, jusqu'à ce quand ils vont continuer? C'est ce qu'on appelle la guerre d'attrition. En tout cas, ils ne s'attendaient pas à une telle résistance, de toute façon. Mais personne. Dans les premières semaines du conflit, vous m'auriez demandé, je vous aurais dit, les Ukrainiens, désolé pour eux, dans un mois, ils sont le morts. rouleau compresseur russe va passer, c'est terminé. Il y a énormément, je ne veux pas dire de déception, mais surtout, alors dans mon magazine, RA Cosmos, on avait beaucoup écrit sur les Russes, j'avais une grande idée du matériel de défense aérienne, les avions de chasse, les hélicoptères. On a été déçus sur les drones, sur chacun de ces points.
Systématiquement, on pensait réellement Donc que les colosse au S-400, pied d'argile, en fait, la technologie qu'ils ont, elle est plus au point. si, non, il y a du très très bon matériel, mais on pensait que le S-400, par exemple, était le meilleur système de défense aérien du monde. Systématiquement, ils se prennent des missiles, il y a des hélicoptères qui se permettent de faire des raids aériens chez eux, les drones TB2, ils commencent à avoir trouvé une réponse, c'est les fameux drones turcs qui ont eu beaucoup d'effets, mais c'est pas normal que pendant des semaines et des mois, les Russes n'aient pas réussi à gérer ces situations. Leurs avions de chasse, on se rend compte que déjà, ils n'ont plus de munitions guidées, ou un très faible nombre, du coup, principalement, ils lancent des bombes, qu'on appelle les dumb bombes, des bombes idiotes, qui tombent par gravité, qui ne sont pas guidées, et donc, s'ils les larguent de 3 C'est ou la 4 Deuxième mm, Guerre mondiale, là. c'est les années 50. Matériel développé pendant la guerre de Corée, qui était disponible pendant la guerre du Vietnam. C'est exactement ça. Malheureusement pour les Ukrainiens au sol, ça tape à côté de sa cible. De la même manière, comme ils sont en rupture de stock sur les missiles les plus efficaces, ils ont ressorti des missiles qui étaient sortis des stocks en 2007. Ils les remettent d'aplomb, des missiles des années 60, des missiles anti-navires, qu'ils détournent de leur usage pour tirer sur le sol, parce qu'ils n'ont plus de matériel moderne. Ouais. Et donc on est sur une situation très ambiguë. Est-ce que les Russes vont continuer à se permettre de mettre énormément de matériel et de perdre des hommes jour après jour, cette guerre d'attrition? Les Ukrainiens, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont la gagner. Il faut que les Russes acceptent d'arrêter de En perdre tout du cas, monde. c'est beaucoup moins évident que les plans du début. Oui. Alors, il y a peut-être aussi un changement. C'est à Kiev, la capitale, Kiev, pour le dire à l'ukrainienne. Là, les autorités sont en train de serrer la vis, les autorités ukrainiennes, vis-à-vis des habitants. C'est ce que nous explique Marie-Aline Méli, envoyée spéciale de LCI, avec Éric Josset ce soir. Pour tout vous dire, Damien, c'est une nouvelle phase de la guerre qui commence. Ici à Kiev, les autorités ont décidé de resserrer la vis face aux habitants qui ne se mettent plus à l'abri quand ils entendent une sirène d'alerte retentir. À partir d'aujourd'hui, tous les transports publics, les VTC également, doivent s'arrêter quand ils entendent une sirène d'alerte retentir. Les passagers doivent descendre et se mettre immédiatement à l'abri, le temps de l'alerte qui peut durer plusieurs minutes, 1 heure, voire plus. Cette nouvelle directive est un signe de fermeté envoyé par les autorités qui rappellent que la menace est réelle sur la région de Kiev, mais également sur l'ensemble du pays. Volodymyr Zelensky a appelé les habitants de l'oblast de Donetsk, dans la zone qui n'est pas occupée par les Russes, à évacuer. Pas seulement pour protéger la population, mais aussi pour laisser le champ libre à l'armée ukrainienne, pour permettre à l'armée de pouvoir riposter face aux Russes sans blesser les civils. Tous les militaires que nous avons rencontrés nous ont expliqué que les semaines qui suivent seront décisives. Si les Ukrainiens ne parviennent pas à reprendre la main dans les zones où les Russes sont parvenus à gagner les territoires, eh bien il sera très compliqué pour l'Ukraine de gagner la guerre. Xavier Titelman, les militaires ukrainiens disent aux habitants de Kiev, alors attention maintenant, à la prochaine sirène, vous évacuez, vous sortez des taxis, etc. Ça peut être une stratégie un peu désespérée des Russes, un espèce de saupoudrage, de bombardement, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est plus ou moins ce qu'ils font. Après, j'espère en tout cas que les Russes ont des objectifs stratégiques militaires systématiquement quand ils tapent sur des centres commerciaux, dans des universités, sur des habitations. J'ose espérer qu'ils avaient un autre objectif et qu'ils visent mal, parce qu'on a encore une fois des missiles qui sont anciens et qui ont une mauvaise efficacité. Mais du coup, les Ukrainiens qui vivent cette situation depuis 4, 5, 6 mois, effectivement, il y en a une bonne partie d'entre eux maintenant qui en ont marre, et quand ça sonne, ils savent très bien qu'un coup sur deux, ça tombe à côté. Et donc, ils ne se cachent plus. C'est ça que veulent les Ukrainiens, c'est ça que veut l'armée ukrainienne, que les Ukrainiens continuent à prendre cette guerre au sérieux parce que les missiles continuent à tomber et que tous les jours, on a des dizaines de morts civiles. Après, ce qu'ils veulent dans le Donbass, il y a encore 200 000 personnes qui sont présentes, qui ne veulent pas évacuer, qui ne peuvent pas évacuer. À peu près 85% de la population évacue et n'attend pas la libération russe, et donc préfère évacuer très rapidement. Par contre, quand on n'est pas dans des zones directement ciblées, quand on est encore derrière, on n'a plus d'eau, on n'a plus d'électricité, il faut continuer à alimenter et à apporter 200 000 personnes des rations alimentaires pour qu'ils puissent survivre sur ce territoire. C'est autant de logistique qui n'est pas disponible pour l'armée ukrainienne. Donc évidemment, ils ont tout intérêt à faire partir ces gens qui sont, un, en danger, et deux, qui réduisent l'efficacité de l'effort de guerre. Évidemment. Alors quand un Vladimir Poutine martial dit oui, non mais attendez, moi j'ai des missiles hypersoniques que je vais mettre sur mes navires dans la mer Noire, rappelez-vous, écoutez.
La clé pour notre marine, ce sont ses capacités. Et elle est capable de répondre rapidement à quiconque décide d'empiéter sur notre souveraineté et notre liberté. Il suffit de mentionner nos complexes de missiles hypersoniques Zircon, des missiles modernes et efficaces qui ne connaissent aucune limite. Leur mise en place se fera dans les mois à venir. C'est quoi? C'est du bluff, là, de Poutine, de dire ah, mais j'ai encore mieux, j'ai des armes modernes. Il les a. Il les a. Il a les missiles Kinjal, il a les missiles Zircon, les Chinois ont le DF-17. Donc ces missiles hypersoniques, leur grand intérêt, c'est qu'on est au-delà de Mach 5 et il n'existe pas de système de défense pour se protéger contre ce type de missiles. Donc toutes les défenses aériennes du monde sont perméables face à ces missiles. Ils en ont utilisé notamment en Ukraine, ils ont tiré 2 fois. Ça n'avait aucun intérêt d'ailleurs, parce que c'était un dépôt aérien C'est pétrolier. pour dire, regardez, on les a et ça marche. Juste pour montrer qu'on les a. Effectivement, ça veut dire aussi que si un porte-avions américain s'aventure dans la zone, il n'a aucun moyen d'arrêter ses missiles à partir du moment où il est dans la zone de tir. Après, il faut aussi être... C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'un porte-avions, maintenant, c'est extrêmement vulnérable. C'est une grosse cible, comme un char est devenu une grosse cible, ou comme le Moskva était une grosse cible. Ouais. Le fameux croiseur, parce qu'il faut voir Non, que mais les par Russes, exemple, nous, on a le Charles de Gaulle Cocorico, il suffit d'un missile hypersonique, c'est terminé. a priori, c'est pour ça qu'on reste quand même à distance suffisante et qu'on a nous-mêmes des missiles qui vont suffisamment loin et qu'on a des avions de chasse pour empêcher qu'un Si on ne MiG-31K peut pas puisse... les arrêter, les missiles, c'est quand même inquiétant. Mais après, les missiles doivent être tirés. Donc il faut aussi que les Russes aient leur propre bateau qui ne se fassent pas couler, puisqu'on a vu que, encore une fois, le bateau russe principal, le Moskva, qui était chargé de la défense aérienne de la zone, s'est fait couler par un simple missile ukrainien. Les avions de chasse russes qui pourraient tirer ces missiles comme le Kinzhal, c'est le MiG-31K, on a le Rafale qui est en face, qui est tout à fait capable de le détruire également, puisqu'il a une portée de son missile antiaérien plus élevée que ce que peuvent avoir les Russes. Donc on est toujours quand même, faut pas croire qu'on est faible face aux Russes aujourd'hui. Bon. Dernier point, on reparle du Kosovo. Pourquoi? Parce qu'il y a des incidents de frontières en ce moment même entre les Serbes et les Kosovars. Est-ce que c'est un peu un nouveau front, les Serbes amis de Poutine, hein, alliés de Poutine, est-ce que c'est un nouveau front en Europe occidentale, cette fois, qui s'ouvre? J'aurais du mal à m'exprimer. Alors, moi, je suis plus orienté sur la côté purement Ouais. défense. Il est clair que plus on aura de fronts différents sur lesquels on doit impliquer du monde, moins on sera disponible pour être face à la Russie. Le Kazakhstan essaye de s'éloigner de la Russie et demande la protection de l'OTAN et de la Chine. La Transnistrie, qui est cette zone séparatiste également, s'active un petit peu pour qu'on soit obligé de mettre du monde de ce côté-là. Mais de la même manière, les Occidentaux, l'OTAN, a des troupes qui sont également vers la Norvège, vers la Finlande. Ça impose aux Russes de garder des troupes de ce côté-là. Ils ne peuvent pas tout mettre en Ukraine. Donc c'est toujours ce jeu d'équivalence. Maintenant, en termes d'armée, clairement, les armées occidentales, et de l'autre côté avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, on a beaucoup plus de militaires que les Russes. Donc là, je pense que c'est vraiment... limité à cette zone. Peut-être qu'ils se disent c'est le moment d'y aller puisqu'il se passe quelque chose de grand autour de nous, mais j'imagine pas que ce soit les Kosovars, les Serbes kosovars qui se reconnaissent comme étant Serbes, qui jouent dans ce grand jeu. Voilà, à mon avis, c'est Dans vraiment cette partie de billard à 4, 5, 6, 12 bandes. Comment vous voyez l'avenir du conflit en Ukraine? Ça va durer, comme dit Emmanuel Macron? Ah oui, de toute façon, c'est parti pour durer très très longtemps. Ce ne sera pas fini en 2022. La vraie question, c'est... Alors, si on continue à fournir autant de matériel que prévu aux Ukrainiens, si on va jusqu'au bout de nos promesses, l'Ukraine va petit à petit commencer à égaliser en termes de nombre de matériel. Encore une fois, les Russes ont toujours 2 fois plus de canons que les Ukrainiens. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à contrebalancer. À partir du moment où il y aura un équilibre, déjà, on aura un conflit qui sera éventuellement gelé. On va rester sur place, comme on l'a vu entre 2014 et 2022 dans le Donbass. Si on fournit aux Ukrainiens les moyens de gagner la guerre, c'est ce que disent les Américains, on est en train de les former pour utiliser des avions de chasse occidentaux, des F-16, des F-10, toujours plus de matériel, à ce moment-là, on pourrait imaginer un reflux de la part des Russes qui seraient obligés de reculer comme ils l'ont fait à Kherson. Et là, la question, ce sera, est-ce que les Ukrainiens ont envie de perdre 10 000, 20 000, 30 000 soldats supplémentaires, puisque c'est l'armée qui avance qui perd le plus d'hommes. Les Russes ont perdu plus d'hommes que les Ukrainiens, puisque c'est eux qui étaient à l'offensive. L'armée qui se défend, c'est elle qui fait le plus de victimes. Merci beaucoup Xavier Titelman, ancien aviateur militaire et spécialiste aéronautique au magazine Air et Cosmos. Restez avec nous, c'est un des amis de Vladimir Poutine, Kim Jong-un, le maître de la Corée du Nord, le dernier prince rouge, documentaire exceptionnel à présent sur LCI, filme une enquête, c'est une enquête menée...